Bonjour Marie, bienvenue sur Pandore. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir et je vais te laisser te présenter un petit peu pour celles et ceux qui vont nous voir, nous entendre, pour apprendre à te connaître un peu plus. Bonjour Eve. Alors, je vais vous parler un petit peu du coup de comment je suis arrivée à la gynécologie holistique, à proposer un travail en gynécologie holistique. Et je vais regarder un peu principalement par le prisme de mon rapport au corps, puisque dans le travail que je propose en gynécologie holistique, c'est vrai que le corps est très présent forcément, mais le corps est très présent euh, justement en tant que première relation, le rapport qu'on a avec notre corps et, euh, et tout ce qu'il est possible déjà de rééquilibrer uniquement déjà par la pratique corporelle, hein, qui est déjà qui nous offre déjà une porte d'entrée extraordinaire dans notre santé, dans notre santé holistique, c'est-à-dire donc la santé des organes, la santé des tissus, la santé de l'organisme, de nos systèmes physiologiques, mais aussi ça sous-tend aussi tout notre équilibre intérieur, hein, notre équilibre psychique, émotionnel aussi. Et donc le corps, la relation au corps donc, qui se développe, qui se tisse, qui se déploie à travers les pratiques corporelles, nous emmène donc déjà dans un champ de rééquilibrage, d'auto-rééquilibrage très très vaste. Voilà, et donc là j'ai dit le mot auto-rééquilibrage et du coup c'est vrai que je crois que dans mon parcours, la question du corps, elle a beaucoup été sous l'angle justement de, de cette recherche d'autonomie. Et je pense que ça, c'est quelque chose, c'est sûrement quelque chose que j'ai pressenti depuis toujours, je crois, dans mon rapport au corps. Pour moi, quand j'étais enfant, ado, voilà, j'avais vraiment besoin de passer par le corps, de passer par le mouvement, de passer par le mouvement libre, la danse, de sentir mes muscles, de les étirer, voilà, j'avais vraiment besoin de ça. Et je pense que je pressentais tout plein de choses, mais qu'à l'époque, j'avais pas du tout, dans mon environnement, j'avais pas du tout, c'était très classique. J'avais pas du tout rencontré de personnes pouvant m'apporter plus de compréhension de ce qu'est un tissu vivant, de comment la vie, voilà, de tout ce que c'est que cette vie qui circule dans notre matière. Donc c'est vrai, c'est plus tard, c'est quand j'ai quitté ma famille, que j'ai quitté mon environnement d'enfants et d'adolescentes et que je suis partie à Paris et que donc là je vais avoir 19-20 ans et que j'ai rencontré une femme vraiment très particulière qui s'appelle Carfou Wu, qui est donc une chinoise, qui était venue en France en tant que médecin, médecin de la médecine traditionnelle chinoise et qui faisait partie de ces médecins qui œuvraient avec des médecins français dans les hôpitaux pour travailler avec l'acupuncture sur l'anesthésie, sur les diminutions de la douleur, de la souffrance, etc. Donc elle faisait partie de ces médecins qui travaillaient sur tout ça. Mais à côté de ça, en dehors de son temps de travail, elle avait commencé à enseigner mais tout ce qu'elle avait reçu elle-même dans les temples. En Chine, c'était une enfant qui venait d'une famille de lettrés qui avait donc été persécutée durant la période maoïste. Et donc sa famille l'avait laissée dans un temple pour qu'elle y soit en sécurité et qu'elle reçoive un enseignement traditionnel, quoi, complet. Et donc elle avait donc toute sa formation depuis l'enfance, c'était vraiment une formation très complète, hein, à la fois en médecine chinoise, mais à la fois dans tous vous savez que les Chinois ont ce rapport au corps, hein, le corps fait vraiment partie de tout, c'est la base. Voilà, quelle que soit la matière finalement qu'ils vont développer, qu'ils vont travailler, il y a d'abord toujours les pratiques corporelles hein,
comme socle de tout. Et donc, elle avait donc une très, très, très grande pratique des arts énergétiques chinois. Et donc, elle enseignait, mais elle enseignait à travers les arts énergétiques chinois, mais elle enseignait en fait bien plus vaste que les pratiques corporelles. Elle enseignait les fondements finalement, les fondements de la médecine holistique. Et je pense que c'est là que moi j'ai eu un déclic parce que ça a été un moment de retrouvailles très fort avec mon propre corps après quelques années d'une adolescence difficile où j'ai plutôt été en scission avec mon corps. Et quand j'ai entrepris de suivre son enseignement, j'ai déjà pour ma part vécu une très grande réparation avec mon propre corps, retrouvailles et réparation. Et puis aussi, je pense que c'est vraiment un moment où des pistes, des éclairages, des réponses sont arrivées sur justement des choses que je pressentais mais que je ne m'étais jamais formulées. Et principalement sur cet aspect dont je parlais juste avant, là, cet aspect de l'auto-soin, de l'autorégulation, de toute cette possibilité qu'on a par notre propre corps d'entrer dans ce champ de l'auto-rééquilibrage qui a été très développé aussi dans la notion du self-help, cette notion qui vient des États-Unis, du self-help. Et ça, c'est quelque chose qui... voilà, c'est quelque chose pour moi, ça qui est vraiment, je pense, un fil important qui a été vraiment central, un fil tendu, qui a un peu innervé toutes les recherches que j'ai pu faire sur le corps, voilà, toutes les pratiques que dans lesquelles je suis rentrée, avec cet état d'esprit de chercher comment redonner l'accessibilité à nous autres occidentaux qui sommes si coupés avec notre corps, de par l'histoire, l'histoire de notre société, la culture, la religion, etc., qui nous a beaucoup coupés du corps. Et donc, je crois que voilà, c'était vraiment un leitmotiv important pour moi, c'était de comment retrouver des choses accessibles, des choses simples, mais à la fois des choses, voilà, des portes, comment ouvrir des espaces pour que déjà on puisse, les gens qui viennent essayer ces pratiques puissent se rendre compte déjà, avoir des expériences dans leur propre corps, de ce monde fascinant qu'est le corps, ce monde de sensibilité, ce monde de vie qui est là, et qui nous est, qui est souvent tellement peu développé au profit de l'intellectualisme, de la pensée, dans notre société à nous, où on souffre quand même globalement dans nos sociétés d'une coupure avec le corps et d'une méconnaissance, une très très grande méconnaissance de l'univers du corps, de l'univers sensible du corps. Et puis de tout ce qu'il peut avoir en plus de ce potentiel d'auto-régulation, d'auto-équilibrage et donc d'auto-guérison aussi. Oui, c'est vrai que c'est incroyable. Du coup, moi, j'ai eu la chance de faire la formation que tu offres avec Marion Valadier de Rite de Femmes. Et c'est vrai que j'ai été premièrement surprise parce que tu proposes des petits mouvements finalement simples, mais rien que la mise en place de ces petits mouvements dans le quotidien, ça a vraiment... donc là, c'est une formation autour de la gynécologie, de la femme et du féminin. Ça a vraiment réveillé plein de choses au niveau du bassin, de ma colonne vertébrale. Et je me suis vraiment rendu compte euh, comment on passait beaucoup de temps, effectivement, une fois qu'on est adulte, parce qu'enfant, on court, on est spontané, mais Oui. on bouge, et puis tout le temps, quoi. On est toujours en mouvement, même quand on marche. On n'est jamais dans seulement marcher. Je sais pas, l'enfant, il est toujours en dansant. Moi, j'ai l'impression maintenant que je regarde un peu plus, j'observe un peu plus. Et je me suis rendu compte, effectivement, comment j'avais réduit mon corps à, oui, un espèce de tube, je sais pas, c'est un peu exagéré. Et effectivement, comment on passe beaucoup de temps assis aussi, finalement, comment on passe beaucoup de temps assis, couché, un petit peu debout,
mais voilà, et très peu en mouvement en tout cas. Et, Ouais. et du, et du coup, je sais que tu as fait, il me semble aussi, tu as eu un parcours de, un peu aussi de d'autres pratiques de conscience corporelle. Et je voulais Oui. savoir Oui, si... en fait, oui. Vas-y, bah, je te laisse la parole là-dessus. Oui, ça a été dont je te parlais tout à l'heure, c'était vraiment le point de départ. Mais oui, à partir de ce point de départ, ce moment de retrouvailles avec mon corps, oui, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de stages, beaucoup de formations, et du côté asiatique, du côté des pratiques asiatiques, et du côté des pratiques occidentales, on a quand même la chance d'avoir depuis, je dirais progressivement depuis le début du XXe siècle en France. Et puis après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu voilà, ça s'est beaucoup déployé. Mais en tout cas, voilà, le XXe siècle en France, en Occident, a été vraiment riche d'un foisonnement, un grand chantier de recherche justement sur les pratiques corporelles dans cet état d'esprit de proprioceptivité. Donc, c'est-à-dire pas des pratiques corporelles dans un but uniquement sportif, euh, mais davantage centré sur le développement de ce sens si particulier, qui est le sens de la proprioceptivité, donc ce sens perceptif qui est tourné vers l'intérieur du corps. Hein, c'est ce sens qui est là pour ça, hein, qui est là pour nous donner, faire remonter des informations sur toutes les données du corps, hein, de la matière, du poids, du volume, des formes, des sensations. Hein, Et c'est ce sens, hein, qui nous permet de nous sentir de plus en plus précisément. Et c'est un sens qui se développe sans arrêt, hein, qui peut toujours se développer plus et s'améliorer, s'affiner toujours de plus en plus. Et donc, voilà, en Occident, on a quand même vraiment un trésor, hein, qui est en voie de développement depuis le début du XXe, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va continuer, hein, de se développer, de se déployer avec vraiment de la recherche. Et oui, et je me suis vraiment passionnée vraiment cette recherche autour de la proprioceptivité, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que on a vraiment mis le doigt là sur vraiment ce qui était le grand manquement à notre histoire occidentale avec le corps. Hein. On est vraiment dans une réparation là très forte en faisant des recherches sur tout ça. Et ce qui fait que c'est vrai que ça me donne une grande palette d'outils. Et puis avec ce qui m'a aussi beaucoup passionnée, c'est de faire le pont, le lien entre justement la vision et la pratique du corps à l'oriental, mais de façon asiatique, avec voilà, l'angle de vue et d'observation et de pratique va vraiment être sur l'aspect énergétique. Et nous, notre point de recherche et l'endroit à partir duquel on développe cette nouvelle relation à notre corps en Occident, qui est la matière, hein, qui est le squelette, l'architecture du corps, voilà, et les systèmes, la compréhension des systèmes du corps, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne aussi complètement, hein, de chercher comment comprendre ces deux façons de voir le corps et qui sont complètement reliées, hein, qui ne sont pas du tout dissociées. Hein, c'est simplement plus porter le regard sur tel ou tel aspect du vivant en nous. Et voilà, et c'est passionnant justement à des moments, juste en changeant juste en changeant l'attention du moment dans une pratique, hein, dans un exercice par exemple, il suffit de changer l'angle de vue, la focalisation de l'attention, et puis pour passer d'un registre énergétique, par exemple, à un registre beaucoup plus physique, plus dans les systèmes musculo-squelettiques, par exemple,
dans les fascias. Voilà. Et c'est vraiment passionnant d'arpenter tous ces chemins possibles dans le corps, qui nous donnent accès à des sensations très différentes et qui sont tellement nourrissantes. Oui, 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 c'est passionnant. Et du coup, j'avais envie de t'entendre un petit peu justement de ce système énergétique, hein, que tu nous le décrives, peut-être que tu nous en parles un peu avec tes mots. Voilà, parce qu'effectivement, je pense que tout le monde n'a pas forcément une idée de, de ce que c'est, ou des fois le mot énergie il surprend un peu les gens. Il y a un peu d'inconnu, hein, vu que c'est pas forcément comme tu l'as dit de notre culture. On a une culture plus basée dans dans les muscles articulaires, mais au niveau de la pratique physique. Du coup, si tu veux nous dire quelques mots. Bon, alors, je ne suis pas une pure spécialiste de l'énergétique, hein. Voilà, Mais en tout comment cas, tu fais ton lien, toi? ouais. En tout cas, voilà, le système énergétique, c'est l'un des grands systèmes régulateurs de notre corps, voilà, qui assure le mouvement de vie, qui assure l'étincelle de vie. Et donc, c'est un système, le système énergétique, c'est un système qui est lié au système, qui est lié à tous les autres systèmes, hein, du corps, hein, qui est très 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 lié au système nerveux. Et qui est aussi très relié physiquement parlant, intimement parlant, avec le système de circulation des fluides dans le corps et notamment du sang, hein, qui est son vecteur son véhicule dans notre corps. Hein. C'est le sang. Le sang porte l'énergie. Alors, le système énergétique, c'est la chose la plus impalpable, hein, dans nos systèmes corporels, nos systèmes de vie, du vivant. Donc, c'est aussi, du coup, forcément pas le plus facile à décrire. C'est cette partie justement qui dans le sang, hein, si on reprend le sang, qui est son véhicule, hein, le sang est fait de matière, voilà, de différentes molécules, hein, qui créent cette matière du sang. Et puis l'énergie, c'est cette partie du sang qui va lui donner sa chaleur, qui va lui donner l'éclat de son rouge. Hein, le rouge fait partie de la matière du sang, mais l'éclat, hein, le côté justement lumineux, hein, lumineux du sang, ça c'est l'énergie. Et on le voit bien, nous, quand on se sent dévitalisé, quand on se sent en déficience d'énergie, hein, on sent bien qu'on a moins chaud, on est frileux, on est sensible au froid, et on a moins de couleurs, on a moins de couleurs et on a moins de rayonnement. Hein, c'est moins lumineux, on a le regard un peu, voilà, on peut avoir la peau terne, le regard un petit peu fatigué, un peu éteint. Et donc l'énergie, c'est donc cette part-là qui est portée dans la matière, hein, et qui apporte cette luminosité, cette chaleur, cet éclat dans la matière. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins tangible que les autres parties de ce qui nous compose. Et puis alors, le système énergétique a tout un système de circulation, tout un système de rapport aux différents organes, aux différents systèmes. Et donc, les médecines énergétiques, comme la médecine chinoise, la médecine indienne, la médecine ayurvédique d'Inde, puis d'autres médecines, hein, qui sont des médecines holistiques, il n'y a pas que celles-ci, ce sont les plus connues,
voilà, les plus anciennes et les plus, on va dire en tout cas, qui sont arrivées jusqu'à nous, après entière. Voilà, toutes ces médecines ont cherché, ces médecines énergétiques ont cherché à cartographier, à comprendre comment est agencé, justement, comment se structure ce système énergétique, puisqu'il a une structure. C'est pas l'énergie ne circule pas n'importe où, n'importe comment. Elle répond aux lois du vivant, même comme tous les autres systèmes qui nous composent. Il y a vraiment des lois du vivant. Et donc, ce système énergétique, lui aussi, il est soumis à il suit, en fait, il est organisé. Voilà, et donc, à travers... Alors, moi, c'est vrai que j'ai plus passé de temps à m'instruire du côté de la médecine chinoise. Donc, en général, j'utilise principalement, même si ça m'arrive de faire des références à la médecine ayurvédique aussi, mais c'est vrai que je connais mieux la médecine chinoise, donc j'utilise souvent la cartographie du système énergétique tel qu'il est présenté dans la médecine chinoise pour pouvoir agir sur le corps. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là encore, ça nous donne tellement de possibilités d'agir nous-mêmes sur notre corps. On n'a pas besoin de faire des années de médecine chinoise pour pouvoir récupérer de l'autonomie pour s'occuper de soi. Le système énergétique, par l'intermédiaire de certains mouvements, par l'intermédiaire de certains points, des points d'acupression, il y en a certains qui sont très accessibles, il y en a qui sont difficilement accessibles, et ceux-là, voilà, on va plutôt aller les travailler avec un praticien, un médecin, praticien de médecine chinoise, mais sinon, nous, sur l'ensemble de notre corps est parcouru de ces petites portes qui nous donnent qui sont ces points d'acupression, qui sont donc des points d'accès aux différentes circulations de l'énergie. Et certains de ces points sont très faciles à repérer, très faciles à aller stimuler. Et là encore, je trouve que c'est vraiment extraordinaire comme possibilité de se réapproprier son corps et puis d'être dans cette construction d'une autonomie d'une prise en charge de son propre équilibre, de sa propre santé. Et quand je dis équilibre et santé, je n'entends pas que la santé par rapport à pas tomber malade. J'entends la santé vraiment d'une manière globale. C'est-à-dire pour moi, la santé, c'est aussi le comment on se sent dans sa tête. C'est partie aussi de la santé. Oui, c'est le psychosocial. Je ressors les vieilles études d'infirmière là, qui sont très loin. Mais oui, la santé, la définition, c'est pas que le physique, effectivement, mais aussi le bien-être psychologique, le social aussi. Voilà. C'est vraiment tout un ensemble. Tout à fait. Toutes ces dimensions d'un être humain qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres, qui sont tout en interaction, d'ailleurs, tout le temps. Et je crois que ça fait partie des choses qui nous manquent, je pense, vraiment dans notre médecine. C'est cette vision vraiment complète de qui on est et de toutes ces dimensions. On a besoin de s'occuper, de prendre soin de toutes ces dimensions pour pouvoir être bien, être mieux. Et le corps je crois vraiment, moi j'ai vraiment cette impression que apprendre à faire des choses avec son corps dans son quotidien, dans sa semaine, dans ses mois, même si c'est pas forcément tous les jours, mais en tout cas vraiment régulièrement, plusieurs fois par semaine, apprendre à travers des pratiques corporelles. Voilà, il y en a tellement que je pense que tout le monde peut trouver affinité avec certaines, peut-être certaines personnes vont être plus attirées par l'énergétique, d'autres vont être plus attirées par des choses un peu plus proches du yoga ou de la gymnastique. Voilà, il y a plein de façons il y a tellement d'outils possibles que je pense que vraiment tout le monde, selon sa sensibilité, peut trouver ce qui va lui convenir. Et puis aussi, on change avec le temps, donc c'est aussi des choses qui peuvent évoluer aussi au cours du temps. Mais en tout cas, ce qui me semble vraiment, et c'est vraiment une conviction que j'ai, c'est que interagir avec notre propre corps à travers justement des exercices, des pratiques, c'est vraiment on a vraiment là une possibilité justement de toucher à tout ce qui nous compose
quand on est dans les pratiques corporelles, on met en action, on met en jeu justement toutes ces dimensions. Absolument toutes. Et donc, on peut vraiment faire du bien à travers les pratiques corporelles, faire du bien à tous ces aspects de nous, tous ces aspects qui nous composent. Donc, c'est vraiment, finalement, les pratiques corporelles sont extrêmement holistiques. Oui, ouais. Et oui, c'est vrai que moi, je suis professeure de yoga et du coup, mais j'aime beaucoup aussi, j'ai plongé dans l'automnie là il n'y a pas longtemps et je trouve ça passionnant. Je trouve que ça, vraiment au niveau conscience corporelle, ça ouvre des portes, euh, des belles, voilà, moi j'ai l'impression de rentrer en discussion avec mon corps qui me raconte des histoires, voilà, c'est un nouveau contact. Et puis ici, on a la capoeira aussi qui est merveilleuse, qui est une autre, qui est quelque chose de beaucoup plus énergétique, beaucoup plus en mouvement, mais pour le coup, qui est très dans la santé, dans le sens que tu disais, physique et psychologique, hein, parce que et social, parce que c'est vraiment inscrit, pour le coup, c'est une pratique, moi, qui me passionne, que je trouve très intéressante, parce qu'elle s'inscrit dans un social et une histoire. Dans une histoire voilà, d'un pays, d'un peuple, etc. Mais du coup, je voulais t'amener un peu à comment tu en es venue à t'occuper en particulier de la femme et de la féminité. Hein. À quel moment, voilà, il y a eu ce cheminement, Ouais. ça s'est fait naturel. Bon, ça s'est fait assez naturellement, j'ai l'impression, mais ça n'a pas été une décision de ma part, ça s'est fait comme ça. En fait, au départ, et même encore maintenant, hein, de toute façon, hein, mon travail n'a pas pour vocation d'être exclusivement destiné aux femmes. J'ai beaucoup animé de groupes mixtes sur le travail corporel, voilà, sur différents thèmes autour de tout ce qu'on peut faire avec le travail corporel. Hein. Mais c'est vrai que force est de constater que, je ne sais pas toi si si tu vois ça aussi, mais force est de constater que dans les cours, il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Déjà. Déjà. Alors, sauf dans le milieu de danse contemporaine, danse contact, danse d'impro, danse libre, parce que j'ai aussi fait beaucoup de choses. Où là, c'est beaucoup plus moite-moite, beaucoup plus mixte. Mais voilà, dès qu'on quitte qu'on va plus vers quelque chose qui a moins de représentation extérieure, où c'est plus une aventure intérieure finalement, et ben oui, il y a quand même beaucoup. Alors, c'est sûrement en train de changer hein, maintenant, mais bon, moi j'ai commencé à enseigner il y a plus de 25 ans. Et c'est vrai qu'il y avait quand même souvent beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc forcément, pendant les cours, dans les prises de parole, dans les moments justement où viennent les moments où on parle de notre expérience dans le corps, des choses qu'on observe, des choses qu'on constate, des choses qu'on a besoin de déposer sur ce que ça nous fait vivre aussi, tout ce chantier-là intérieur, forcément sont venus je me suis retrouvée finalement à être un peu le réceptacle de beaucoup de questions qui concernaient l'équilibre du corps féminin. Et donc, comme je suis une chercheuse dans ma démarche, voilà, c'est comme ça que je fonctionne, du coup, c'était difficile pour moi de ne pas être animée par une envie effectivement de m'interroger sur ce qui était déposé et d'essayer de voir comment, à travers l'exploration du corps, comment en cherchant à travers justement ce que pouvaient nous apporter les médecines énergétiques et ensuite qu'on pouvait aller à partir de ces principes énergétiques aller chercher dans le corps comment comprendre ça dans l'exploration du corps à travers le mouvement. Voilà, c'est forcément des choses qui m'ont animée et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça, c'était pas une décision. Et puis je me suis retrouvée au bout du compte finalement à développer toute une approche du corps dans une optique d'amener au corps féminin ce dont il a besoin pour pouvoir s'équilibrer ou se rééquilibrer en cas de déséquilibre.
Alors, il y a aussi parallèlement à ça, c'est vrai que j'ai eu à un moment donné où je travaillais à Paris dans un centre de naissance et où on m'a confié la préparation à l'accouchement des femmes. C'était autour d'une sage-femme libérale qui faisait de l'accouchement à domicile. Donc, c'était vraiment important que les femmes aient une bonne préparation d'écoute de leur corps, hein, une bonne euh, préparation dans ce sens-là, hein, dans le sens de, de, de déstresser, d'assouplir et puis surtout d'apprendre à écouter, écouter leur corps. Et voilà, et donc c'est vrai que ça aussi, ça fait partie forcément des expériences qui ont contribué à mes recherches, à mes questionnements et qui m'ont beaucoup apporté hein, de suivre ces femmes, d'essayer de sentir de quoi leur corps avait besoin hein, dans l'évolution de leur grossesse et puis en vue de qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui pourrait finalement les préparer à vivre ce que c'est qu'un accouchement, hein, autant ce que c'est qu'un accouchement dans leur corps, mais aussi dans tout leur être. Hein, comment cette expérience est quand même vraiment une expérience quand même complètement hors du commun hein, d'accoucher, surtout pour des femmes qui voulaient accoucher chez elles, donc voilà, dans un rapport non médicalisé. Hein, donc il fallait qu'elles aient la force que ça, qu'elles sentent qu'elles avaient les ressources en fait, les ressources en elles, que leur corps c'était leur allié. Et moi mon job c'était ça, c'était vraiment pendant tous ces mois de préparation, c'était de cheminer ensemble là-dedans, dans renforcer ce lien, hein, ce lien d'alliance avec leur corps, avec les ressources, leur corps comme un lieu ressource hein, et non pas comme un lieu de danger, de peur et c'est vrai que ça a beaucoup contribué à mes recherches. Je pense que c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai compris l'importance d'aller fouiller du côté des archétypes féminins. Justement, je me rendais compte que dans la préparation à l'accouchement, alors je ne parle pas spécialement de l'évolution de la grossesse, mais vraiment de la préparation à cet acte si particulier hein, d'enfanter. Je me rendais compte que c'était vraiment, il y avait des forces à convoquer là et des réparations, enfin ouais, des énergies, voilà, des énergies à se réapproprier, hein, plus pour certaines femmes que pour d'autres. Après, voilà, c'est là aussi qu'on est toutes différentes et que justement c'est très intéressant d'aller plonger un peu dans cet univers des archétypes féminins pour mieux comprendre justement quels sont les archétypes dominants chez nous et quels sont les archétypes manquants. Et parce que justement au moment de l'accouchement, ça va être vraiment important pour pouvoir aller chercher ces forces dans le corps, pour que le corps soit vraiment cet allié hein, où on peut compter dessus et où on sait que les ressources vont nous être données pour pouvoir aller au bout de cette expérience ultime avec toutes ces étapes jusqu'à vraiment la délivrance. Il va falloir se rallier à des énergies qui sont genre, ces forces archétypales, qui sont des puits d'énergie en fait, hein, des forces qui nous appartiennent, mais encore faut-il les trouver, ces forces-là en nous. Voilà. Et donc, je pense que c'est beaucoup autour de cette période-là, effectivement, que m'est venue cette nécessité. Ouais, voilà, cette nécessité. Puis effectivement, après, je me suis rendu compte que ben, en fait, le travail là avec ces forces archétypales justement en tant que force à convoquer en soi, ben, en fait, c'est sûr qu'au moment de l'accouchement, c'est un peu. Il y a quelque chose d'ultime, de très puissant à ce moment-là, un peu paradoxal, mais que finalement, tout le temps de la vie d'une femme, il y a ce rapport, peut-être moins fort, hein, mais c'est là. Hein, et que beaucoup de choses dans notre rapport à notre corps, dans justement aussi euh, les états d'équilibre ou de déséquilibre dans notre corps, dans notre rapport à la sexualité, dans notre rapport au plaisir, dans notre rapport notre rapport dans un couple, surtout quand c'est des couples hétéros avec ce rapport homme-femme,
Ces aspects-là d'archétypes dominants ou d'archétypes manquants, hein, et de ce qu'on a reçu et de comment on s'est construite en tant que femme autour de cette configuration, cette systémie, je dirais, d'archétypes. C'est vrai que je crois que plus on peut les éclairer, plus on peut en prendre conscience, et plus on peut s'offrir de cheminer vers une construction d'une femme qui correspond plus à ce qu'on a envie d'être, en fait, hein, avec plus de liberté, mais de vraie liberté, hein, pas de liberté par réaction à, mais de liberté intérieure. Alors, la liberté d'être toutes ces dimensions qui nous composent, sans en sacrifier, hein, de pouvoir jouer, voilà, pouvoir être nuancé, hein, pouvoir être riche de toutes les palettes qui font notre personnalité, qui construisent la femme qu'on peut être, mais multiple selon les situations qu'on vit, hein, selon les moments, selon les périodes, selon l'âge qu'on a, selon les relations, type de relations qu'on a, etc., les activités. Pouvoir être plus libre, et cette liberté-là qui va aussi qui va se refléter dans le corps au niveau de la santé, justement, hein, qui va avoir son pendant, c'est-à-dire que plus ça circule en nous dans le psychisme, plus on a cette fluidité, plus on accueille, plus on accepte nos différents archétypes, nos différentes énergies, nos différentes forces psychiques. Moins on est dans le déni de certaines, plus on les accueille en fait dans toutes ces dimensions de nous, et plus on les laisse nous innerver de leur force, de leur puissance au bon moment où c'est opportun d'être habité par tel ou tel type d'énergie, et plus on va avoir le reflet de cette circulation psychique dans notre corps. Plus dans notre corps, ça va aussi réellement dans la matière, dans les fluides, dans les organes, dans les muscles, dans les tendons, dans les os, ça va aussi mieux circuler. Et on est vraiment dans un rapport avec le corps, le psychisme, c'est vraiment la même chose, mais sous des versants différents, hein. Et réciproquement, c'est ça. Et quand on va travailler sur le corps, sur la fluidité, quand on travaille justement avec des mouvements, des étirements qui vont libérer le bassin, et puis ensuite à partir d'un bassin plus libre, quand on va pouvoir mettre du mouvement dans la colonne vertébrale, que du coup on va mieux innerver, mieux imprégner les organes internes, hein, qui vont recevoir du coup un meilleur sang, ça va aussi mieux se drainer, mieux se nettoyer, etc. Eh bien, on va avoir aussi un afflux d'énergie, une envie, hein, de mettre du mouvement aussi dans toutes ces parts psychiques. Et on va avoir comme une sorte d'invitation intérieure à ce qu'on fasse un peu du ménage aussi dans notre psychisme, dans nos relations, dans notre affectivité, dans toute cette part affective et intérieure de notre être. Donc on est vraiment dans des vases communicants, et je pense que plus on va travailler sur les différentes facettes, et plus on prend soin de ces différentes facettes, et plus on active les changements en nous. Donc plus les auto-guérisons, les rééquilibrages, hein, pour pas forcément parler d'auto-guérison, mais en tout cas, c'est un mot fort, mais en tout cas, les rééquilibrages internes, le mieux-être, hein, les changements vers du mieux, vers plus de vie, de vitalité, et de plaisir de vivre, de plaisir de goûter la vie, plus ça... Prévenir plutôt que guérir. Et oui, bien sûr, la prévention toujours. Et puis je pense aussi que c'est encourageant, hein. Plus on travaille sur toutes ces facettes de nous, plus on a des résultats vite, parce que plus il y a des choses qui changent rapidement, et du coup c'est encourageant, on a envie de continuer. Alors que quand on travaille que sur certains aspects, et ben souvent ça va être plus long, ça va mettre plus de temps à
créer vraiment de vrais grands changements en nous. Et du coup, voilà, on peut aussi entre-temps se démotiver et avec les choses de la vie quotidienne qui nous rattrapent, qui font que c'est pas forcément évident au prime abord, au début en tout cas, hein, d'installer des pratiques comme ça dans sa vie. Voilà. Je voulais juste te demander, justement, parce que du coup, tu as parlé des archétypes. Quels archétypes tu as rencontrés? Parce qu'aujourd'hui, alors on parle beaucoup des archétypes de Miranda Gray qui a écrit Lune Rouge, donc les 4 archétypes du cycle. Je sais qu'au Brésil, ils utilisent beaucoup les figures donc, des déesses. Donc, suivant les affinités, les personnes vont utiliser les représentations des déesses grecques ou alors les orishas, qui sont des ancêtres divinisés de la religion afro-brésilienne du candomblé, ou des fois les divinités hindoues. Hein. Et du coup, j'avais un petit peu envie de savoir, toi, qu'est-ce que c'était ces archétypes qui t'avaient... Il n'y a pas de... toutes ces figures légendaires, mythiques, mythologiques, hein, des divinités, les êtres magiques qui font le folklore et la mythologie des différentes sociétés, des différentes civilisations de par le monde, ça n'a pas d'importance en fait. Toutes ces représentations sont des images qui ont été choisies à tel moment, dans telle culture, dans telle civilisation, dans telle époque, pour pouvoir mettre en image ces forces psychiques. Après, la forme que ça prend, ça n'a pas d'importance. Que ça prenne la forme des divinités hindoues ou la forme des êtres magiques de l'Irlande, de la lointaine Irlande, voilà, ça n'a pas d'importance. Par contre, ce qui est intéressant, je pense, en tout cas, après, ça dépend comment on utilise tout ça. Ces forces psychiques, tu les mets en lien à l'émotionnel, aux émotions, ou pas forcément? Alors, elles vont créer des émotions, forcément. Hein. Mais ces forces psychiques, c'est des patterns, en fait. Hein. C'est des modèles, comment dire, euh, ce sont des formes de pensée, hein, des connexions, en fait, des systèmes de connexion neuronales hein, au niveau de la matière. Hein. C'est des chemins neuronaux, en fait, au niveau de la matière, hein, qui sont des patterns, qui sont des modèles, en fait. Hein, voilà. Et qui sont liés, qui sont imprégnés, en fait, qui se construisent par imprégnation à la fois de nos systèmes. Alors oui, d'abord avant tout de nos systèmes de survie, hein, donc de notre part les plus animales, hein, les plus instinctives, les plus animales, et puis par-dessus ces schémas ces schémas très instinctifs liés à la survie, hein, au mode survie. Après, il y a toutes les imprégnations faites au cours des millénaires de développement, hein, par toute la construction sociale, et donc qui est aussi très liée à une culture à un moment donné, hein, qui est à la fois il y a vraiment des patterns complètement dans le noyau des patterns, on est complètement dans l'universel, c'est-à-dire c'est vraiment l'animal humain, quoi, hein, qui est le même partout. Et puis après, il va y avoir des colorations, c'est-à-dire des manières des colorations différentes selon l'imprégnation de la culture, de l'époque, hein, de l'endroit du monde voilà. Donc il y a au cours de l'histoire de l'humanité, hein, donc selon les endroits de la planète, les cultures, les civilisations vont ensuite ornementer, colorer ces patterns de fond. Et ça va donner lieu donc à des
des forces psychiques qui sont nécessaires à notre construction. Ces forces psychiques qui nous permettent de comprendre la société dans laquelle on vit, qui nous permettent de comprendre les lois du groupe, qui nous permettent de comprendre les lois, les interdits, les interdits, les grands tabous, comme l'inceste, comme voilà, il y a qui vont être des puits de force à contacter aussi dans les moments de danger, pour aller chercher des modèles de force intérieure pour traverser des épreuves. Voilà, il y a tout plein de choses, mais on est rempli, je dirais, on est rempli de toutes ces patterns, de toutes ces forces psychiques qui sont, dont nous, on ne peut se rendre compte que par l'intermédiaire du symbole. Puisque tout ça, c'est des forces qui sont inconscientes par essence, puisque c'est vraiment le socle de notre construction. Tout ce qui est socle en nous, c'est inconscient. C'est fait pour qu'on n'ait pas besoin d'y penser. Pour qu'on puisse justement, que notre instinctivité puisse se brancher quand il faut, à l'instant T, sur ces forces, sans avoir besoin de réfléchir, il faut que j'aille chercher telle force psychique, etc. Donc tout ça, donc tout ça, c'est de l'ordre de l'inconscient. Ça fait partie justement de tout ce très très vaste univers inconscient qui nous compose. Et c'est si troublant d'avoir cette part complètement à la fois absolument fondamentale, qui est à la fois notre socle, nos racines, et à la fois ces racines, on n'en a pas conscience. Voilà, c'est tout. Et c'est infini. Donc c'est vraiment très... C'est vrai, quand on y pense comme ça, c'est quand même assez troublant, cette histoire de conscient et d'inconscient. Et donc, en fait, le chemin pour prendre conscience des choses et pour jouer justement à essayer de se mettre en relation de réceptivité pour recevoir un petit peu de cet inconscient et le passer petit à petit un peu à la conscience, c'est le symbole. C'est le symbole qui nous permet ça. Donc, toutes ces formes de déesse, d'être magique, tout ça, ce n'est que ça. Ce ne sont que ces symboles dont on a besoin pour pouvoir opérer un peu de ce travail entre notre conscient et notre inconscient, pour pouvoir descendre un petit peu dans l'inconscient et pour pouvoir en bénéficier de manière plus consciente. Et donc ça n'a pas d'importance, quelles que soient les formes auxquelles on se rattache. Moi, c'est vrai que dans ma pratique, ce que j'ai beaucoup aimé faire, c'est me connecter pendant mon temps de recherche sur les archétypes, me connecter à la mythologie grecque, parce que c'est dans ma culture. Et donc, je sens bien que ça a beaucoup d'impact sur mon propre imaginaire personnel, ma propre construction symbolique, puisque c'est ma culture. Et donc, je trouve qu'il y a une cohérence pour moi à ça. Et puis, la mythologie grecque, on y a accès complètement, quasiment complètement. Voilà, c'est pas encore trop vieux, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous permettent d'avoir le système des divinités au complet, avec leurs ramifications, c'est le père de qui, c'est la sœur de qui, c'est le frère de qui, qu'est-ce qu'ils faisaient, quels étaient leurs attributs, comment ils ont représenté, quelles sont les histoires de leur vie, les épopées des uns et des autres. On a beaucoup de détails. Et du coup, ça nous permet d'avoir un système archétypal complet, parce que c'est intéressant, évidemment, en tant que femme, de se pencher sur les archétypes féminins, mais on n'est pas que femme, on est un être humain avant tout. Et donc, c'est vraiment important, je trouve, d'avoir accès à une mythologie suffisamment complète pour aussi avoir accès à l'ensemble des archétypes, pas que les archétypes féminins. Même si on fait une recherche plus particulièrement sur l'archétype féminin quand on en ressent le besoin en tant que femme, mais voilà, mais ce n'est qu'une partie de nous, quand même. Ce n'est qu'une partie de nous, l'aspect féminin. Super.
Eh ben écoute, ça fait déjà un petit moment qu'on bavarde. Moi, je suis toujours, j'adore échanger, écouter, donc je pourrais rester des heures, mais du coup, je voulais te demander peut-être hein, qu'on aille tout doucement vers le final et si tu avais justement quelque chose que tu aimerais partager avant que je te fasse ma petite question traditionnelle. Voilà, si tu souhaitais partager une dernière chose. Non, bah écoute, là, il y a pour l'instant rien qui me vient de plus, sauf qu'on a abordé déjà beaucoup de choses. Oui, c'était très riche. Je pense que les gens vont avoir du temps pour laisser résonner, décanter, voilà, toutes ces choses. Et bah du coup, alors je vais te poser ma petite question. Si tu étais une fleur, Si j'étais une fleur, ouais, qu'est-ce que tu serais? hum, un chèvrefeuille. Chèvrefeuille. Tu veux nous dire un petit peu pourquoi le chèvrefeuille? Je crois que c'est une des fleurs dont le parfum me chavire le plus, comme si c'était une part de moi, justement. Quelque chose de Ah, très, très intime. super. Eh bien, écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour ce moment que tu as pris, pour cet échange. Et puis au plaisir de se revoir et de pouvoir échanger de nouveau. Ouais, avec plaisir. Merci à toi. Ciao, ciao.